La main tremblante de Thomas tenait le téléphone tandis que le médecin répétait les mots qu'aucun père ne devrait entendre. « Votre temps avec elle est compté. Nous avons besoin de votre décision concernant l'arrêt des appareils. » De l'autre côté de la ligne, la voix du docteur Morrison semblait professionnelle, presque indifférente. Thomas regarda par la fenêtre de l'hôpital, sentant le poids d'un choix impossible écraser sa poitrine. Sa fille, Emma, était là depuis 3 semaines, entourée de machines qui respiraient pour elle, qui maintenaient son cœur battant. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle était tombée dans le coma, après ce que tous appelaient un effondrement soudain. Il raccrocha sans répondre. Il n'y arrivait pas. Comment pourrait-il abandonner la seule personne qui comptait encore dans sa vie? Emma n'avait que 10 ans. Des cheveux blonds qui brillaient au soleil, des yeux bleus pleins de curiosité, un rire contagieux qui remplissait chaque pièce de ce manoir vide. Maintenant, il ne restait que le silence des moniteurs et le poids d'une décision qui déchirait son âme. Thomas n'avait jamais imaginé que sa vie en arriverait là. Après avoir perdu sa femme 5 ans plus tôt, Emma était devenue tout son monde. Il avait construit un empire financier, accumulé des millions, mais rien de tout cela n'importait s'il ne pouvait pas protéger sa fille. Et maintenant, tandis qu'il observait son corps fragile dans ce lit d'hôpital, couvert de draps blancs et connecté à des tubes et des fils, il sentait qu'il avait échoué. 6 mois plus tôt, tout semblait différent. Emma était une enfant vibrante, pleine d'énergie. Mais alors les symptômes étranges avaient commencé. Fatigue excessive. Pâleur. Douleur qui apparaissait sans explication. Il l'avait emmenée chez les meilleurs médecins de Chicago, et tous étaient arrivés à la même conclusion. Anémie sévère, possiblement quelque chose de plus grave. C'est alors que le docteur Morrison entra dans leur vie, recommandé par Catherine, la nouvelle épouse de Thomas. Catherine. Il l'avait rencontrée 2 ans après la mort de sa première femme, lors d'un événement caritatif. Elle était élégante, sophistiquée, avec des cheveux foncés parfaitement arrangés et un sourire calculé qui cachait quelque chose que Thomas n'avait jamais su identifier. Elle s'était approchée de lui avec gentillesse, offrant de la compagnie dans des moments difficiles. Thomas, solitaire et vulnérable, avait accepté. Le mariage s'était fait trop vite, il le savait maintenant. Mais à l'époque, cela semblait la bonne décision. Emma avait besoin d'une figure maternelle, et Catherine montrait un intérêt sincère pour la fillette. Ou du moins, c'est ce qu'il voulait croire. Depuis que Catherine s'était installée dans le manoir, quelque chose avait changé. Emma, autrefois joyeuse et ouverte, avait commencé à se refermer. Elle passait des heures enfermée dans sa chambre, évitait les conversations, et chaque fois que Thomas demandait, elle disait que tout allait bien. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Puis les problèmes de santé étaient arrivés. Catherine insistait sur le fait qu'Emma avait besoin de soins médicaux rigoureux, que Thomas était négligent de ne pas voir la gravité de la situation. C'est elle qui avait suggéré le docteur Morrison. Le médecin était froid, méticuleux, toujours avec des explications techniques qui laissaient Thomas confus. Il prescrivait une série de médicaments, des vitamines spéciales censées renforcer Emma. Mais au lieu de s'améliorer, la fillette empirait chaque jour. Sa peau devint transparente, ses mouvements lents, sa voix faible. Thomas implorait des réponses, mais Morrison ajustait simplement les dosages et demandait de la patience. Catherine approuvait tout ce que le médecin disait, terminant souvent ses phrases, comme si elle savait déjà ce qu'il allait dire ensuite. Et puis, 3 semaines plus tôt, Emma s'était évanouie. Thomas avait trouvé sa fille effondrée sur le sol de sa chambre, inconsciente. Il avait crié à l'aide, appelé les urgences, et l'avait conduite en courant à l'hôpital. Depuis ce jour, elle ne s'était pas réveillée. Les médecins disaient qu'il s'agissait d'une défaillance multiviscérale, quelque chose de rare et d'inexplicable. Catherine pleurait dans les couloirs, étreignait Thomas, murmurait des mots de réconfort. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui ne correspondait pas à ses larmes. Quelque chose de froid, presque satisfait. Thomas était perdu dans ses pensées lorsqu'il entendit un léger coup à la porte de la chambre d'hôpital. Il se retourna, s'attendant à voir une infirmière ou peut-être Catherine, mais ce qu'il vit le laissa confus. C'était un garçon, pas plus de 12 ans, maigre, portant des vêtements usés et des baskets déchirées. Ses yeux étaient sombres, intenses, et une détermination s'y lisait, une détermination qui ne correspondait pas à son âge. Le garçon regarda autour de lui, comme pour vérifier si quelqu'un d'autre était là, puis entra rapidement, refermant la porte derrière lui. « Qui es-tu » demanda Thomas, se positionnant instinctivement entre le garçon et Emma. Le garçon ne répondit pas immédiatement. Il regarda Emma, les machines, les tubes, puis Thomas. « Je m'appelle Elia. Et je sais ce qui arrive à votre fille. » Thomas fronça les sourcils. « Comment es-tu entré ici ? C'est une chambre privée. »« Ça n'a pas d'importance maintenant, » dit Elia, sa voix ferme malgré son apparence fragile. « Ce qui compte,
c'est que votre fille n'est pas malade. Elle est empoisonnée. Les mots tombèrent comme des bombes dans le silence de la chambre. Thomas sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que tu racontes? Qui es-tu? » « Je suis quelqu'un qui connaît votre fille, » répondit Elia. « Je l'ai rencontrée il y a quelques mois. Elle avait l'habitude de rester à la fenêtre du manoir, regardant dehors, toujours si triste. Un jour, mon ballon est tombé dans votre jardin, et quand je suis allé le chercher, je l'ai vu. Nous avons commencé à parler. Elle m'a raconté sa belle-mère, les médicaments qui la faisaient se sentir plus mal, et comment personne ne la croyait. » Thomas inspira profondément, essayant de comprendre. « Tu es en train de dire que ma femme… » « Votre femme et le médecin travaillent ensemble, » coupa Elia. « Ils veulent qu'Emma meure. Et ces appareils ne la sauvent pas. Ils maintiennent le poison en circulation dans son corps. » Thomas sentit ses jambes flancher. Il s'appuya contre le mur, regardant le garçon avec un mélange d'incrédulité et de désespoir. « Pourquoi devrais-je te croire? Tu n'es qu'un enfant. » Elia s'approcha, sortant un petit carnet de sa poche. Emma me l'a donné. Elle notait tout ce qu'elle ressentait après avoir pris les médicaments. Les dates, les symptômes. Et j'ai vérifié. Chaque fois qu'elle empirait, c'était juste après que votre femme lui avait donné les vitamines. Thomas prit le carnet, les mains tremblantes. C'était l'écriture d'Emma, inconfondable. Il lut les notes, sentant une colère croissante brûler dans sa poitrine. Comment n'avait-il pas vu? Comment avait-il laissé cela arriver? Débranchez les machines, dit Elia, sa voix basse mais ferme. C'est sa seule chance. Le poison doit arrêter de circuler. Elle va se réveiller. Je le promets. Thomas regarda le garçon, regarda sa fille, et sentit son monde s'effondrer autour de lui. Tout ce en quoi il croyait, toute sa confiance, était en train d'être détruit par un garçon inconnu apparu de nulle part. Mais au fond de lui, quelque chose savait. Il avait toujours su. Il n'avait simplement pas voulu voir. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Votre like aide plus de personnes à découvrir des histoires qui doivent être racontées. Thomas plongea son regard dans les yeux déterminés d'Elia et prit la décision la plus terrifiante de sa vie. Il allait découvrir la vérité, même si cela détruisait tout ce qui restait de son monde. Thomas ordonna à Elia de sortir de la chambre avant que quelqu'un ne le voie. Le garçon hésita, mais obéit, laissant le carnet d'Emma dans les mains du père. À nouveau seul, Thomas s'assit près du lit de sa fille, tenant ce petit carnet comme s'il s'agissait de la dernière preuve de sa lucidité dans un monde qui s'effondrait. Il ouvrit à la première page et commença à lire. « Aujourd'hui, Catherine m'a donné les vitamines encore une fois. Je sens mon estomac brûler. Papa dit que c'est normal, que je vais aller mieux. Mais je ne vais pas mieux. Je ne fais qu'empirer. » La date remontait à 5 mois. Thomas tourna la page. « J'ai demandé à papa d'arrêter les médicaments. Il a dit que le docteur Morrison sait ce qu'il fait. Mais le médecin me regarde d'une drôle de façon, comme s'il attendait quelque chose. » D'autres pages. D'autres récits. Chaque mot était un poignard dans son cœur. « Catherine est entrée dans ma chambre ce soir. Je pensais qu'elle allait me donner un bisou de bonne nuit comme maman faisait. Mais elle s'est juste tenue là, m'observant. Quand je me suis réveillé, il y avait un verre d'eau sur la table de nuit. Je l'ai bu parce que j'avais soif. J'ai été mal toute la journée. » Thomas sentit la bile remonter dans sa gorge. Il continua à lire, page après page de souffrances silencieuses que sa fille avait endurées seule, sans qu'il ne s'en rende compte. La dernière entrée datait de 2 jours avant l'effondrement. « J'ai rencontré un garçon aujourd'hui. Il est différent. Il m'écoute vraiment. Il a dit qu'il allait m'aider. J'espère que oui, parce que je n'en peux plus. J'ai l'impression de mourir. » Thomas referma le carnet, des larmes coulant sur son visage. Sa fille avait supplié de l'aide, et il avait été trop aveugle pour voir. Trop occupé avec des réunions, des affaires, de l'argent. Et pendant ce temps, Catherine empoisonnait Emma lentement, méthodiquement. La porte s'ouvrit et Catherine entra, vêtue d'un tailleur noir élégant, maquillage impeccable. Elle portait un bouquet de fleurs blanches. « J'ai apporté ceci pour Emma, » dit-elle, sa voix douce. « Je pensais que ça rendrait la chambre plus gaie. » Thomas l'observa placer les fleurs dans le vase, chaque mouvement calculé, parfait. Comment n'avait-il rien vu auparavant? La froideur derrière le masque d'inquiétude? Le docteur Morrison a appelé, poursuivit Catherine en s'asseyant sur la chaise à côté de lui. Il a dit que tu n'avais pas voulu donner de réponse au sujet des appareils. Thomas, je sais que c'est difficile, mais nous devons être réalistes. Emma ne se réveillera pas. Les médecins ont été clairs. Très clairs, murmura Thomas, serrant le carnet dans la poche intérieure de son veston. Trop clair.
Catherine pencha la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Thomas la fixa, étudiant son visage. Les yeux vert foncé, toujours si contrôlés. La bouche qui ne souriait jamais vraiment. Comment avait-il pu tomber amoureux de cette femme? Ou peut-être ne l'avait-il jamais aimée? Peut-être avait-il juste eu besoin de combler le vide, et elle en avait profité. Rien. Je suis fatigué. Bien sûr que tu le hais, dit-elle en touchant son bras. Thomas sentit sa peau se hérisser au contact. Rentrons à la maison. Tu dois te reposer. Je reste ici avec Emma. Non. Le mot sortit plus fort qu'il ne l'avait voulu. Catherine haussa un sourcil. Je reste. Tu peux partir. Quelque chose changea dans l'expression de la femme. Une fraction de seconde, le masque glissa, et Thomas vit. De la colère. De la frustration. Mais elle se reprit rapidement, se levant avec élégance. Comme tu veux. Mais ne te torture pas, Thomas. Parfois, laisser partir est le plus grand acte d'amour. Elle embrassa son front et sortit, laissant derrière elle une trace de parfum coûteux. Thomas attendit jusqu'à être certain qu'elle était partie. Puis il prit son téléphone et appela un numéro qu'il n'utilisait plus depuis des années. On décrocha au 3e appel. « Marcus, c'est moi. J'ai besoin d'un service. Et j'ai besoin d'une discrétion absolue. » Marcus était ami avec Thomas depuis l'université et travaillait maintenant comme détective privé. S'il y avait quelque chose de pourri dans tout ça, Marcus le découvrirait. 2 heures plus tard, ils se retrouvèrent dans un café éloigné de l'hôpital. Marcus, avec sa barbe grisonnante et ses yeux fatigués, écouta tout en silence. Thomas lui montra le carnet, parla d'Elia, des soupçons. Lorsqu'il eut terminé, Marcus hocha lentement la tête. « Je vais enquêter sur Catherine et ce médecin. Mais Thomas, si tout ça est vrai, tu es en danger. Des gens qui empoisonnent des enfants n'hésitent pas à éliminer les témoins. Je me fiche du danger. Tout ce qui compte, c'est sauver ma fille. » Marcus promit des résultats en 24 heures. Thomas retourna à l'hôpital, mais n'entra pas immédiatement dans la chambre d'Emma. Il alla plutôt à l'aile administrative et demanda à parler à la directrice. Il fallut 20 minutes d'insistance, mais il obtint finalement accès aux dossiers médicaux complets d'Emma. Il s'enferma dans une salle vide et commença à analyser chaque document, chaque examen, chaque ordonnance. C'est alors qu'il remarqua les incohérences. Des bilans sanguins aux résultats insensés. Des rapports signés par le docteur Morrison qui contredisaient ceux d'autres médecins. Des prescriptions de médicaments à des doses qui semblaient excessives. Et le plus troublant, plusieurs notes mentionnant des conversations entre Morrison et Catherine, discutant de l'avancement du traitement à des heures étranges, toujours tard dans la nuit. Thomas photographia tout avec son téléphone. Son cœur battait à tout rompre, ses mains moites. Chaque nouvelle découverte confirmait le cauchemar qu'Elia avait révélé. Mais il avait besoin de plus. De preuves concrètes, irréfutables. Quand il retourna dans la chambre d'Emma, il trouva le docteur Morrison qui l'attendait. Le médecin était grand, cheveux gris peignés en arrière, lunettes à monture dorée. Il sourit en voyant Thomas. « Je suis venu vérifier la patiente. Catherine m'a appelé, inquiète. Elle dit que vous agissez de manière étrange. » « Étrange serait d'abandonner ma fille, » répondit Thomas, gardant la voix ferme. Morrison s'approcha d'Emma, vérifiant les moniteurs avec une efficacité professionnelle. Les signes vitaux restent faibles. Son corps abandonne, Thomas. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Plus nous prolongeons cela, plus elle souffre. Elle souffre comment? Elle est inconsciente. Techniquement, oui. Mais nous ne savons pas ce qu'elle ressent. Garder quelqu'un coincé entre la vie et la mort est cruel. Morrison se tourna, fixant Thomas. Vous devez prendre une décision. Aujourd'hui. Nous ne pouvons plus attendre. Pourquoi cette précipitation? Demanda Thomas en croisant les bras. Pourquoi tout le monde veut que je renonce à elle si vite? Morrison soupira. Ce n'est pas renoncer. C'est accepter la réalité. Emma ne se réveillera pas. Les dommages sont irréversibles. Irréversibles pourquoi? Qu'est-ce qui a causé ça? Le médecin hésita. Un bref moment, presque imperceptible, mais Thomas le vit. Nous en avons déjà discuté. Défaillance multiviscérale. Probablement quelque chose de génétique que nous n'avons pas détecté à temps. Génétique, répéta Thomas. Mais aucun test génétique n'a été fait. Ils étaient inutiles. Les symptômes étaient clairs. Thomas fit un pas en avant. Je veux un deuxième avis. Je vais transférer Emma dans un autre hôpital. L'expression de Morrison se durcit. Ce serait extrêmement risqué. Elle pourrait ne pas survivre au transport.
Alors il n'y a rien à perdre, n'est-ce pas? Puisqu'elle est en train de mourir de toute façon. Les deux hommes se regardèrent fixement. L'air devint lourd, chargé d'une tension silencieuse. Morrison ajusta ses lunettes, retrouvant son calme. Parlez d'abord à Catherine. Elle est la belle-mère d'Emma. Elle a des droits aussi. Des droits sur ma fille. Des droits légaux, Thomas. Vous êtes mariés. Elle peut contester votre décision. Thomas sentit son sang bouillonner. C'était une menace voilée. Catherine et Morrison jouaient ensemble, et maintenant il en était certain. Je ferai ce qu'il y a de mieux pour Emma. Avec ou sans l'approbation de qui que ce soit. Morrison sortit sans rien ajouter. Thomas verrouilla la porte dès qu'il fut parti et s'assit à côté d'Emma, tenant sa main froide. « Tiens bon, princesse. Papa va te sortir d'ici. Je te le promets. » Mais en regardant les tubes, les machines, le visage pâle de sa fille, un doute terrifiant se glissa dans son esprit. Et si Elia avait raison? Et si débrancher les appareils était réellement la seule chance? Il regarda la porte, sachant que des caméras de sécurité observaient tout. Catherine et Morrison avaient du pouvoir ici. Des connexions. S'il faisait quelque chose de drastique, on l'en empêcherait. Il devait être intelligent. Il devait avoir un plan. Et il devait être rapide, car le temps était compté. Thomas ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis à côté d'Emma, planifiant chaque mouvement. Il devait être prudent. Catherine et Morrison avaient clairement un plan, et le moindre faux pas pourrait coûter la vie de sa fille. À 3 heures du matin, son téléphone vibra. C'était un message de Marcus, « J'ai trouvé quelque chose. Urgent. Café à 6 heures. » Lorsque le soleil commença à se lever, Thomas quitta discrètement l'hôpital. Personne ne devait savoir qu'il enquêtait. Au café, Marcus l'attendait avec une épaisse chemise. Son visage était grave. « Thomas, assieds-toi. Ce que j'ai découvert est pire que ce que nous imaginions. » Marcus ouvrit la chemise, révélant des documents, des photos, des relevés bancaires. Catherine n'est pas celle qu'elle prétend être. Son vrai nom est Caroline Westbrook. Elle a déjà été mariée 3 fois auparavant. Tous ses maris étaient des hommes riches. Et tous sont morts dans des circonstances suspectes. Thomas sentit l'air lui manquer. Quoi? Le premier est mort d'une crise cardiaque à 42 ans. En bonne santé, sans antécédents. Le deuxième est tombé dans les escaliers de sa maison. Le troisième a fait une overdose accidentelle de médicaments. Marcus fit glisser des photos sur la table. Dans tous les cas, elle a hérité de fortunes considérables. Et dans tous les cas, il y avait des enfants impliqués. Des enfants. Le deuxième mari avait une fille de 8 ans. Elle est morte 6 mois avant lui. Officiellement, leucémie. Mais les dossiers médicaux ont disparu peu après les funérailles. Marcus se pencha en avant. Thomas, c'est une tueuse en série. Et le docteur Morrison est complice. Ils travaillent ensemble depuis au moins 10 ans. Thomas s'agrippa au bord de la table, essayant d'assimiler tout cela. Sa femme était une meurtrière. Et il avait amené cette femme dans sa maison, près de sa fille. Comment personne ne l'a arrêtée? Elle est maligne. Elle change d'identité, change de ville, ne laisse jamais de traces directes. Morrison falsifie les rapports médicaux, rend tout légal. Ils choisissent des victimes riches, vulnérables, désespérées de compagnie. Marcus poussa d'autres documents. J'ai trouvé des transferts bancaires. Morrison reçoit des paiements mensuels d'un compte offshore lié à elle. Et il y a des communications entre eux discutant de ton patrimoine. Thomas. Il planifie cela depuis des mois. Thomas sentit la nausée monter. Chaque dîner, chaque baiser, chaque mot tendre de Catherine était un mensonge. Tout calculé. Tout faux. Je dois aller à la police. Non. Marcus lui saisit le bras. Nous n'avons pas encore assez de preuves pour les arrêter. Ils ont effacé leurs traces trop bien. Nous devons les prendre en flagrant délit, avec des preuves irréfutables. Si tu les dénonces maintenant, ils disparaîtront, et Emma sera toujours en danger. Alors qu'est-ce que je fais? Marcus inspira profondément. Tu fais exactement ce qu'ils attendent. Tu agis comme un père dévasté qui est prêt à abandonner. Et pendant ce temps, je continue d'enquêter. J'ai besoin de 48 heures de plus. Thomas retourna à l'hôpital le cœur lourd. Dans le couloir, il trouva Catherine en train de parler avec Morrison. Ils s'interrompirent dès qu'ils le virent. Catherine afficha un sourire doux. « Thomas, où étais-tu? J'étais inquiète. Je suis allée marcher. J'avais besoin de réfléchir. » Elle s'approcha, touchant son visage. Thomas dut mobiliser toute sa volonté pour ne pas reculer. « Et tu es arrivé à une conclusion. »
Il regarda Emma à travers la fenêtre de la chambre. Je pense que vous avez raison. Je ne peux plus la faire souffrir. Les yeux de Catherine brillèrent. Ce fut rapide, presque imperceptible, mais Thomas le vit. De la satisfaction. C'est la bonne décision, mon amour. La décision courageuse. Le docteur Morrison posa la main sur l'épaule de Thomas. Je vais préparer les documents. Nous pouvons faire cela dès aujourd'hui, si tu préfères. Pas aujourd'hui. Thomas garda une voix ferme. Je veux encore un jour avec elle. Juste un jour de plus. Catherine échangea un regard avec Morrison. Il y avait de la tension, mais elle acquiesça. Bien sûr. Tu mérites ce temps. Nous allons te laisser seul. Ils partirent ensemble, murmurant quelque chose que Thomas ne parvint pas à entendre. Une fois seul, Thomas verrouilla la porte et tira une chaise près du lit d'Emma. Il prit sa main, sentant combien elle était froide. « Tiens encore un peu, princesse. Juste un peu. » Il ne savait pas si elle pouvait l'entendre, mais il avait besoin d'y croire. Dans l'après-midi, Elia apparut de nouveau. Thomas ne savait pas comment le garçon entrait dans l'hôpital sans être détecté, mais il commençait à être reconnaissant de sa présence. « J'ai découvert d'autres choses, » dit Elia, s'asseyant dans un coin de la chambre. « J'ai suivi le médecin hier. Il est allé dans une pharmacie de l'autre côté de la ville. Il a acheté des produits chimiques. Des choses qui ne sont pas vendues normalement. Comment tu sais ça? J'ai demandé au pharmacien. J'ai dit que c'était pour un projet scolaire. » Elia sortit un papier froissé de sa poche. Il a noté les noms ici. J'ai pensé que tu pourrais faire des recherches. Thomas prit le papier. Les noms étaient des composés chimiques complexes, mais il en reconnut certains. Des substances qui, combinées, pouvaient provoquer une défaillance des organes lentement. Exactement les symptômes d'Emma. Tu es très courageux d'avoir fait ça. Elia haussa les épaules. Emma est mon amie. La seule que j'ai. Où sont tes parents? Le garçon détourna le regard. J'en ai pas. Je vis dans un foyer de l'autre côté de la ville. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est sauver Emma. Thomas sentit son cœur se serrer. Ce garçon, qui n'avait rien, risquait tout pour sa fille. Alors que lui, qui avait tout, avait presque permis qu'on la tue. Merci, Elia. Vraiment. Durant la nuit, Thomas resta éveillé, surveillant tout. À 2 heures du matin, il entendit des pas dans le couloir. Il fit semblant de dormir sur la chaise, tandis que la porte s'ouvrait lentement. À travers une fente de ses yeux, il vit Catherine entrer. Elle s'approcha d'Emma, vérifia les machines, puis sortit une seringue de la poche de son manteau. Thomas sentit son sang se glacer. Elle allait injecter quelque chose à Emma. Il se leva soudain. « Qu'est-ce que tu fais ?» Catherine se figea, cachant rapidement la seringue. « Thomas, tu m'as fait peur. Je voulais juste vérifier comment elle va. » Avec une seringue. « Quelle seringue? Tu vois des choses. Tu es épuisé, mon amour. » Mais Thomas vit la panique dans ses yeux. Elle recula vers la porte. « Je vais te laisser te reposer. » Dès qu'elle sortit, Thomas appela Marcus. Elle a essayé d'injecter quelque chose à Emma. Je l'ai vu. J'ai installé des caméras cachées dans la chambre cet après-midi, dit Marcus. J'ai tout enregistré. Ça, plus ce que j'ai déjà, pourrait suffire. Mais Thomas, tu dois protéger Emma maintenant. Ils vont tenter quelque chose de radical. Thomas regarda sa fille, les tubes, les machines. Les mots d'Elia résonnaient dans son esprit. Débranche les machines. C'est sa seule chance. Et si c'était vrai? Et si ces appareils maintenaient réellement le poison en circulation? Mais comment pouvait-il faire cela sans être empêché? Il passa la nuit à élaborer un plan. Il avait besoin d'aide. De quelqu'un qui n'aurait pas peur de défier Morrison et Catherine. Il se rappela alors de la Dr Chen, une médecin qui avait travaillé avec Emma au début, avant que Morrison ne prenne le dossier. Elle avait remis en question certains traitements, mais avait été écartée. Thomas la chercha le lendemain matin. La Dr Chen le reçut dans sa clinique privée. C'était une femme d'âge mûr, aux cheveux noirs attachés en chignon, au regard intelligent. « Je me souviens d'Emma, » dit-elle. « J'ai toujours trouvé étrange que Morrison m'ait retiré du cas. Il a dit que c'était sur tes ordres. Ce n'était pas le cas. Il a menti. » Thomas montra tout ce qu'il avait découvert. Les documents, les preuves, l'historique de Catherine. La Dr Chen pâlit. « Mon Dieu, cette pauvre enfant. Je dois la sortir de cet hôpital. J'ai besoin de votre aide. » La Dr Chen acquiesça lentement. « Je vais préparer une ambulance privée. Nous pouvons la transférer dans ma clinique. Ici, j'ai un contrôle total. »
Elle regarda de nouveau les documents. Mais Thomas, si nous débranchons les appareils comme ce garçon l'a suggéré, c'est un risque immense. Elle peut réellement mourir. Ou elle peut se réveiller. Et si nous n'essayons pas, elle mourra sûrement. Thomas inspira profondément. Je vais faire confiance à Elia. Il a été le seul à voir la vérité depuis le début. Ils fixèrent le transfert pour la nuit suivante. Thomas retourna à l'hôpital, jouant le rôle du père résigné. Catherine et Morrison semblaient satisfaits. Tout se déroulait comme il l'avait prévu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Thomas avait lui aussi un plan. Et dans 24 heures, tout allait changer. La nuit était tombée avec une tension suffocante. Thomas se trouvait dans la chambre d'Emma lorsque Catherine et le docteur Morrison entrèrent ensemble, portant une chemise remplie de documents. « Thomas, nous avons tout préparé, » dit Morrison, sa voix professionnelle et froide. « Nous avons seulement besoin de votre signature. Nous pouvons mettre fin à sa souffrance dès maintenant. » Catherine s'approcha, posant la main sur son épaule avec une tendresse feinte. « Je sais que c'est difficile, mon amour. Mais c'est le mieux pour elle. Pour nous tous. » Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. De l'urgence. Elle avait besoin que cela arrive rapidement. Thomas prit le stylo, regardant les documents. Autorisation de débrancher les appareils de maintien de la vie. Sa main trembla. Avant de signer, je dois comprendre une chose. Docteur Morrison, qu'est-ce qui maintient réellement ma fille en vie en ce moment? Morrison ajusta ses lunettes. Les appareils respirent pour elle, maintiennent son cœur en fonctionnement, filtrent son sang. Sans eux, elle s'arrêterait en quelques minutes. Et s'il y avait quelque chose dans son sang? Quelque chose qui ne devrait pas être là? Le médecin fronça les sourcils. De quoi parlez-vous? Thomas se leva, les fixant tous les deux. Je parle de poison. Je parle de vous deux en train d'empoisonner ma fille lentement depuis des mois. Le silence qui suivit fut absolu. Catherine fit un pas en arrière, son expression changeant complètement. Le masque d'épouse inquiète disparut, révélant quelque chose de froid et calculateur. Thomas, vous délirez. Le stress affecte votre esprit. Je ne délire pas. Je sais tout. Je sais qui vous êtes vraiment, Caroline Westbrook. Je sais pour vos 3 maris morts. Je sais pour l'enfant que vous avez tué avant. Thomas sortit une chemise de son manteau, jetant des photos et des documents sur le lit. Je sais que vous travaillez ensemble depuis des années. Morrison fit un pas en avant, mais Thomas l'interrompit. N'approchez pas, Marcus est ici à l'hôpital avec des gardes de sécurité. Et la police est en route. Catherine laissa échapper un rire amer. Vous croyez vraiment que quelqu'un vous croira? Je suis votre femme. J'ai des droits légaux sur Emma. Et Morrison est un médecin respecté. Nous sommes 2 contre vous, un homme clairement perturbé par la souffrance. Vous n'êtes pas 2 contre moi. La voix d'Elia venait de la porte. Le garçon entra, suivi de Marcus et de 2 policiers. Vous êtes 2 contre la vérité. Morrison tenta de sortir, mais les policiers bloquèrent la sortie. Catherine resta maîtresse d'elle-même, mais Thomas vit la panique monter dans ses yeux. C'est ridicule. Vous croyez un gamin des rues? Nous croyons les preuves, dit l'un des policiers en prenant la chemise que Marcus lui tendait. Nous avons des relevés bancaires, des communications entre vous, des vidéos de vous tentant d'injecter des substances non autorisées à la patiente. Et nous avons les résultats d'analyse toxicologique effectués dans un laboratoire indépendant. La docteure Chen entra à son tour, portant des résultats. J'ai analysé des échantillons de sang d'Emma que j'ai prélevés secrètement ce matin. J'ai trouvé de l'arsenic, du thallium et d'autres substances toxiques à des niveaux mortels. Des substances qui provoquent exactement les symptômes qu'elle présentait. Morrison devint livide. Ses mains tremblaient. C'est absurde. Je n'ai jamais. Jamais quoi? Intervint Marcus en montrant son téléphone. J'ai des enregistrements de vous achetant les produits chimiques. J'ai vos communications avec Caroline discutant des dosages, des délais, du partage de l'argent. Catherine perdit finalement le contrôle. Vous ne comprenez pas. Je méritais cet argent. Je t'ai épousé, j'ai fait semblant de t'aimer, j'ai supporté ta fille agaçante. Je méritais une récompense. Elle désigna Emma. Elle n'était qu'un obstacle. Une enfant gâtée qui avait tout sans rien faire. Tais-toi, rugit Thomas, les larmes coulant sur son visage. C'était une enfant innocente. Morrison tenta une dernière défense. Même si c'était vrai, il est trop tard. Emma ne se réveillera pas. Les dommages sont irréversibles. Vous pouvez m'arrêter, mais elle va mourir quand même. Ce fut alors qu'Elia s'approcha de Thomas. Maintenant. Vous devez le faire maintenant. Thomas regarda la docteure Chen.
Si nous débranchons les appareils, y a-t-il une chance? Elle hésita. Théoriquement, oui. Si les appareils maintiennent les toxines en circulation, les enlever pourrait permettre au corps de commencer à expulser le poison naturellement. Mais c'est extrêmement risqué. Elle pourrait ne pas supporter. Et si nous ne faisons rien? Elle va mourir. C'est certain. Thomas s'approcha du lit d'Emma. Il prit la main froide de sa fille, regardant son visage pâle. « Pardonne ton papa pour tout. Pardonne-moi de ne pas avoir vu. Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé. » Il regarda Elia. « Tu la connais mieux que moi dernièrement. Tu crois qu'elle est assez forte ?» Elia hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « C'est la personne la plus forte que je connaisse. » Thomas inspira profondément et regarda la docteur Chen. « Faites-le. » « Non !» cria Morrison en tentant d'échapper aux policiers. « Vous allez la tuer. C'est un meurtre. »« Non !» dit Thomas d'une voix ferme. « Le meurtre, c'est ce que vous avez fait pendant des mois. Ceci, c'est lui donner une chance de se battre. » La docteur Chen commença à éteindre les appareils, un par un. Les bips diminuèrent. Le respirateur s'arrêta. Le silence dans la chambre était assourdissant. Catherine observait avec un mélange d'horreur et de fascination morbide. Morrison était livide, marmonnant quelque chose au sujet de la responsabilité médicale. Les secondes devinrent des minutes. Emma ne bougeait pas. Sa poitrine ne se soulevait pas. Thomas serrait sa main, priant en silence. Elia était à ses côtés, tenant l'autre main de la fille. « Allez, Emma, tu peux le faire. Je sais que tu peux. » Une minute passa. 2, 3. La docteur Chen surveillait les signes vitaux sur un dispositif portable. Le cœur ralentit. La tension baisse. « Ne l'abandonnez pas, » implora Thomas. « S'il vous plaît, ne l'abandonnez pas. » 5 minutes. Catherine laissa échapper un rire nerveux. « Vous voyez, elle va mourir de toute façon. Et maintenant vous êtes responsable. » Mais alors, quelque chose se produisit. Un léger mouvement des doigts d'Emma. Presque imperceptible. Elia le vit en premier. Elle a bougé. Je l'ai vu. La docteure Chen s'approcha rapidement. Le cœur s'accélère. La tension remonte. Elle éclaira les yeux d'Emma avec une lampe. Il y a une réponse pupillaire. Thomas prit le visage de sa fille. « Emma, princesse, tu m'entends ?» Un autre mouvement. Ses lèvres bougèrent. Puis, lentement, ses yeux commencèrent à s'ouvrir. D'abord une fente, puis davantage. Elle cligna des yeux, confuse, désorientée. Sa bouche tenta de former des mots. « Papa !» La voix était faible, rauque, mais c'était la sienne. C'était Emma. Thomas éclata en sanglots, l'entourant délicatement de ses bras. « Je suis là, princesse. Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. » Emma regarda autour d'elle, ses yeux rencontrant ceux d'Elia. Un faible sourire se forma sur ses lèvres. « Tu es venu. »« J'ai promis que j'allais t'aider, » dit Elia en essuyant ses larmes. « Les promesses, c'est important. » Catherine était sous le choc, reculant en titubant. « C'est impossible. Impossible. » Morrison était pâle comme un fantôme, sa carrière et sa vie s'effondrant sous ses yeux. Les policiers les menottèrent pendant qu'ils lisaient leurs droits. Catherine criait, accusant tout le monde, niant tout, mais plus personne ne l'écoutait. Morrison resta silencieux, vaincu. La docteure Chen continua de surveiller Emma pendant qu'une équipe médicale de confiance arrivait. Elle va avoir besoin d'un traitement pour éliminer les toxines restantes. Mais le pire est passé. Elle va se rétablir. Thomas regarda Elia, ce garçon que personne ne remarquait, que tout le monde ignorait. « Tu as sauvé ma fille. Comment puis-je te remercier ?» Elia haussa les épaules. « C'était mon ami. Les amis se protègent. » Mais Thomas savait que c'était plus que ça. C'était du courage. C'était de la pure bonté. C'était tout ce qu'il avait perdu dans son monde de richesse et de pouvoir. Et maintenant, en regardant Emma revenir à elle et Elia à ses côtés, Thomas comprit qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. Il avait trouvé une vraie famille. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit à l'hôpital. L'automne était arrivé à Chicago, apportant des feuilles dorées et un air frais qui semblait symboliser de nouveaux commencements. Thomas se tenait sur la véranda du manoir, observant Emma et Elia jouer dans le jardin. La fillette s'était complètement rétablie, ses cheveux blonds brillaient de nouveau au soleil, et son rire remplissait chaque coin de cette maison qui était restée silencieuse pendant si longtemps. Emma courait après Elia, essayant d'attraper la balle qu'il lançait en l'air. Elle se fatiguait encore plus vite qu'avant, mais la docteure Chen avait assuré que c'était temporaire. Son corps expulsait les dernières toxines,
et chaque jour elle devenait plus forte. Thomas se souvenait encore de la première fois où elle avait réussi à descendre les escaliers toute seule, 2 semaines après avoir quitté l'hôpital. Il avait pleuré comme un enfant. Le procès de Catherine et du docteur Morrison avait commencé la semaine précédente. Les preuves étaient accablantes. Marcus avait réussi à tout retracer, chaque transfert bancaire, chaque communication, chaque victime précédente. Catherine faisait face à des accusations de 4 tentatives d'homicide, 3 homicides accomplis et de conspiration. Morrison avait immédiatement perdu sa licence médicale et serait jugé comme complice de tous les crimes. Les procureurs parlaient de prison à perpétuité pour les deux. Thomas avait dû témoigner, revivant chaque moment horrible. Mais voir Catherine menottée, sans sa fausse élégance, sans son sourire calculé, lui apporta un sentiment de justice dont il avait besoin. Elle avait essayé de manipuler le jury avec de fausses larmes, mais personne n'y avait cru. Son passé l'avait condamnée avant même que le procès ne commence. Pendant le processus, d'autres victimes apparurent. Des familles qui avaient perdu des êtres chers et qui n'avaient jamais su la vérité. Une femme dont le père était mort mystérieusement après avoir épousé Catherine. Un homme dont le frère avait une crise cardiaque inexplicable. Chaque histoire était un coup de poignard dans le cœur de Thomas, lui rappelant à quel point il avait été près de perdre Emma pour toujours. Mais aujourd'hui, il ne voulait pas penser à cela. Aujourd'hui était un jour spécial. Thomas entra dans la maison et monta jusqu'à la chambre qui avait été entièrement rénovée. Les murs autrefois blancs et froids étaient maintenant bleu clair, avec des étagères remplies de livres et de jouets. Un nouveau lit, une nouvelle armoire, tout avait été choisi avec soin. Il vérifia chaque détail d'une dernière fois et sourit. Il descendit et appela Elia. Le garçon entra, encore un peu sale après avoir joué dans le jardin. « Vous voulez me montrer quelque chose, monsieur Thomas ? Je t'ai déjà demandé de m'appeler simplement Thomas. Ou papa, si tu préfères. » Thomas posa la main sur l'épaule du garçon. « Viens avec moi. » Ils montèrent ensemble. Quand Thomas ouvrit la porte de la chambre, Elia se figea. « C'est pour moi. C'est ta chambre maintenant. Officiellement. » Thomas lui tendit une enveloppe. « Les documents d'adoption ont été approuvés ce matin. Si tu le veux, bien sûr. Je ne veux rien t'imposer. » Elia tint l'enveloppe avec des mains tremblantes. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Pour de vrai ? Vous voulez m'adopter ? » ?»« Oui. Tu as sauvé ma fille. Tu as montré plus de courage et d'amour que la majorité des adultes que j'ai rencontrés. Et, surtout, Emma t'adore. Elle m'a dit que tu es la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie. » Le garçon serra Thomas de toutes ses forces, en sanglotant. Toutes les nuits froides au refuge, tous les repas manqués, toute la solitude et le rejet qu'il avait enduré prenaient enfin un sens. Il avait maintenant une famille. Un vrai foyer. Emma apparut à la porte, souriant. Surprise. Elia se retourna, essuyant ses larmes. « Tu savais ? » ?»« Bien sûr. J'ai aidé à choisir la couleur de la chambre. Et regarde. » Elle montra une étagère où il y avait des photos encadrées. Des photos d'elle et d'Elia jouant dans le jardin, riant, construisant des choses ensemble. Nous sommes frères et sœurs maintenant. Pour de vrai. Les 3 s'enlacèrent au milieu de cette chambre, une famille improvisée mais authentique. Thomas réalisa que c'était le moment le plus heureux de sa vie. Pas lorsqu'il avait gagné son premier million. Pas lorsqu'il avait acheté le manoir. Mais là, en serrant dans ses bras 2 enfants qui lui avaient appris la vraie signification du mot famille. Dans les semaines suivantes, la vie prit une nouvelle routine. Thomas réduisit drastiquement ses heures de travail. Il engagea des administrateurs pour s'occuper des affaires pendant qu'il se consacrait à ce qui comptait vraiment. Petit déjeuner avec les enfants. Accompagner Emma et Elia à l'école. Dîner en famille. Conversation avant de dormir. Des choses simples qu'il n'avait jamais vraiment appréciées auparavant. Elia s'adapta rapidement. Au début, il avait peur de toucher aux choses, d'utiliser les ressources disponibles. Mais Emma l'encourageait constamment. « C'est à toi maintenant. Notre maison. » Peu à peu, il se détendit. Se mit à sourire davantage. À rire davantage. À être un véritable enfant. Thomas inscrivit Elia dans une bonne école, la même qu'Emma fréquentait. Les enseignants furent impressionnés par l'intelligence du garçon. Malgré les années d'éducation formelle perdues, il absorbait le savoir comme une éponge. Il avait un talent particulier pour les mathématiques et les sciences. « Il ira loin », dit la directrice à Thomas. « Très loin. » Emma retourna également à l'école, mais avec une thérapie hebdomadaire pour traiter le traumatisme. La psychologue dit qu'elle était résiliente, mais qu'elle avait besoin de soutien. Thomas s'assura qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Et surtout, il était présent.
Toujours. Marcus devint un ami constant, rendant visite régulièrement. Lui et Elia développèrent une connexion spéciale. Marcus voyait dans le garçon quelque chose de lui-même, quelqu'un qui avait lutté contre les probabilités et avait gagné. Il commença à apprendre à Elia l'investigation, la logique, comment lire les gens. « Tu as un talent inné », disait Marcus. « Si tu veux, je peux t'apprendre davantage. » La docteure Chen devint également une partie de leur vie, surveillant la récupération d'Emma et devenant une figure maternelle pour les deux enfants. Elle et Thomas développèrent un respect mutuel profond. « Vous avez pris la décision la plus difficile qu'un père puisse prendre, » dit-elle un jour. « Et vous avez fait confiance à un enfant quand tous les adultes ont échoué. Cela demande une humilité rare. » Un après-midi, Thomas s'assit avec Emma et Elia dans le jardin. C'était le même endroit où tout avait commencé, là où la balle d'Elia était tombée et où une amitié improbable était née. « Je dois vous dire quelque chose à tous les deux, » commença Thomas. « J'ai passé des années à courir après l'argent, le pouvoir, le succès. Je pensais que cela me rendrait heureux. Je pensais que cela protégerait les gens que j'aime. Mais j'avais tort. » Emma lui prit la main. « Tu n'avais pas tort, papa. Tu étais juste perdu. »« C'est vrai. Et c'est vous qui m'avez retrouvé. » Il regarda Elia. « Tu m'as appris que le courage n'a rien à voir avec l'argent ou la position. Il s'agit de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Même quand personne ne croit en toi. » Elia sourit timidement. « Je n'ai fait que ce qu'un ami ferait. » Non. La plupart des gens n'auraient rien fait. La plupart auraient détourné le regard. Mais pas toi. Tu t'es battu pour quelqu'un qui comptait pour toi. Thomas respira profondément. « Et Emma, tu m'as appris la force. Tu as tant souffert, mais tu n'as jamais perdu ta bonté. Tu n'as jamais laissé la haine te consumer. » Emma serra son père dans ses bras. « Parce que j'avais toi. Et j'avais Elia. Le véritable amour nous rend plus forts. » Ils restèrent là jusqu'au coucher du soleil, parlant de l'avenir. Thomas créa des fonds éducatifs pour les deux. Il promit qu'Elia aurait les mêmes opportunités qu'Emma, qu'il pourrait devenir ce qu'il voulait être, qu'il serait toujours là pour les soutenir. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Thomas resta sur la véranda, regardant les étoiles. Il pensa à sa première épouse, la mère d'Emma. « J'ai réussi, » murmura-t-il au ciel. « J'ai failli la perdre, mais j'ai réussi à protéger notre fille. Et je lui ai donné un frère incroyable. J'espère que tu es fier de nous. » Le vent souffla doucement, comme une réponse. Les mois devinrent des années. Catherine et Morrison furent condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Emma grandit forte et en bonne santé. Elia devint un étudiant brillant. Et Thomas apprit que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en amour, en famille, en moments partagés. L'histoire de la fillette qui avait failli mourir empoisonnée par sa belle-mère et qui fut sauvée par un garçon pauvre devint une nouvelle nationale. Mais pour Thomas, Emma et Elia, ce n'était que le début de leur vie ensemble. Une vie construite non pas sur le mensonge et la manipulation, mais sur la vérité, le courage et l'amour inconditionnel. Et chaque fois que quelqu'un demandait à Thomas quelle avait été la meilleure décision qu'il ait jamais prise, il souriait et répondait « Faire confiance à un garçon en qui personne ne croyait. » Et apprendre que les héros viennent de là où on s'y attend le moins. Si vous avez aimé cette histoire de courage, de rédemption et d'amour véritable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Les histoires réelles de dépassement doivent être partagées pour inspirer d'autres personnes.